Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous important de la saison 2024-2025 de l'Institut universitaire Manuel d'Averroès de Montpellier. On a le plaisir et l'honneur de recevoir à nouveau Brigitte Stora, qui est docteur en psychanalyse, qui est essayiste et qui va nous présenter les grandes lignes de sa dernière publication, L'antisémitisme, un meurtre intime, qu'elle a fait paraître aux éditions du Bordelot. Mais avant de commencer cette soirée autour de Brigitte, j'aimerais avoir une pensée pour un ami qui vient de nous quitter, Jean-Paul Montanari, figure majeure de la danse contemporaine, de la culture. Si Montpellier est escalé aujourd'hui, elle le doit à des grands hommes. Georges Frêche en tout premier lieu, et à ses côtés, Jean-Paul Montanari, qui a beaucoup œuvré, non seulement pour la danse contemporaine, qui est devenue un art majeur, mais pour la culture à Montpellier. Il l'a fait avec intelligence, il était visionnaire, avec brio, avec délicatesse. Et pour ma part, je lui dois énormément, puisque j'avais pu jouer au Festival Montpellier Danse avec ma sœur, quand j'étais violoniste. On avait fait un beau concert en 1992, dans le cadre de l'édition Méditerranée ma mère, où il prenait à contre-pied les célébrations pour la découverte de la mairie par Christophe Colomb en 1492. Lui avait choisi de mettre en lumière l'expulsion des Juifs d'Espagne, autre document fort de cette fin 15e. Et à cette occasion, j'avais d'ailleurs rencontré Daniel Mesguich, qui est devenu lui aussi un ami, ou encore Catherine Clément. J'aimerais qu'on lui fasse une minute de silence. Il venait souvent à l'Institut Mameli, il était là pour la conférence inaugurale de cette saison, il était là pour la conférence inaugurale en 2000, quand Sierra Tefresh a créé l'Institut Mameli, et il avait sa carte passe, il était adhérent à l'Institut Mameli. Je vous remercie. Ces obsèques ont lieu demain à 16h30 à Gramont. Je dis sous le contrôle de l'IAOP, l'adjoint au maire de la ville de Montpellier. C'est Michael Delafosse, maire et président de la métropole, qui l'a annoncé vendredi sa disparition. Michael qui s'excuse de ne point être des nôtres, mais bien représenté par Milia. J'aimerais excuser également Carole Delga, présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. C'est une conférence qui s'est rajoutée à une programmation relativement dense, et vous le vérifierez pour la fin, pour mai-juin, pour le printemps 2025, puisque, outre Daniel Leblévec, Daniel Mesguich, un colloque sur le génocide arménien dans le cadre du 110e anniversaire du premier grand génocide du XXe siècle, Ronnie Mordera, Ivan Soussan et Norbert Torini pour un dialogue à deux voix monothéiste. Des conférences se sont rajoutées, notamment Ryan Corsia le 11 juin, notamment Frédéric Ancel le 4 juin. Mais nous sommes en train de plancher sur un petit programme qui récapitulera ces rencontres et conférences importantes qui entendent marquer avec force ce quart de siècle de l'Institut Maïmonide, voulu en 2000 par René Samuel Zira et Georges Frêche. Donc, pour les prochaines conférences, avec Charles Épine, nous vous proposerons un programme détaillé de ces rencontres. C'est donc un plaisir non fin de recevoir à nouveau Brigitte Stora. Elle est intervenue, je crois, il y a 2-3 ans en partenariat avec l'association Keilat Keder, l'association juive libérale de Montpellier. Elle intervient ce soir autour de la publication de son dernier livre, L'antisémitisme, un meurtre intime, aux éditions du Bordelot. C'est une rencontre organisée en partenariat avec la librairie La Cavale, et je remercie André et Gilles Moutot pour leur présence et leur aide. Brigitte Stora est docteur en psychanalyse, je vous le disais, elle est essayiste, elle a publié des ouvrages. Alors, probablement avez-vous lu Que sont mes amis devenus, les Juifs Charlie
puis tous les nôtres en 2016, déjà aux éditions du Bord de l'eau. Elle récidive dans cette maison d'édition et elle va nous présenter évidemment les bonnes feuilles, comme on dit, de son dernier livre. Elle vient de faire paraître également aujourd'hui au Nouvel Obs, c'est à 18h07 pour être précis, un article qui s'annonce passionnant. La mémoire aujourd'hui de la Shoah, c'est ça? La mémoire de la Shoah. Et puis elle s'est mise aussi sur les ondes, et pas n'importe lesquelles, sur France Inter, où vous pourrez la retrouver dans le cycle d'émissions Autant en emporte l'histoire. Voilà, je ne monopolise pas plus longtemps la parole et je cède avec plaisir le micro à Brigitte. Bonsoir et merci de cette invitation, merci à l'Institut Malboni, à Michael Yanko, merci à vous d'être venus m'écouter et pour certains et certaines revenus, donc merci. Donc la dernière fois effectivement j'étais venue présenter ma thèse et cette thèse est devenue, c'était il y a 3 ans, un livre, en tout cas une partie de la thèse. Je vais cette fois-ci pas trop lire parce que je pense souvent que les conférences sont parfois trop denses et ce que je voudrais vraiment c'est partager, voilà, m'adresser à vous, donc je vais quitter un petit peu le côté académique pour parler et écrire en français comme j'aime. Donc depuis des années, comme l'a dit Michael, je travaille sur un sujet pas très rigolo et indémodable, l'antisémitisme, qui a pris, comme vous le savez ces derniers temps, on va dire une incandescence particulière. Donc le livre que tu as mentionné en 2016, Que sont mes amis devenus, était un livre très personnel, écrit à la première personne, où je racontais un peu 15 ans d'une solitude juive face à la démission d'un certain nombre de gens. Ce sont des textes que j'avais mis un peu bout à bout, que j'avais écrits, mais c'est surtout au moment de l'assassinat de Charlie Hebdo et des attentats de l'Hypercacher qui a suivi, que j'ai eu envie de raconter cette solitude. Je raconte en fait que j'avais vu, moi, dès les années 2000, et mon entourage pensait que j'étais un petit peu parano, mais bon, j'avais vu cette autorisation de l'antisémitisme, quoi. C'est-à-dire vraiment comme une digue qui tout à coup s'effondrait, et dont je savais à quel point elle était fragile finalement. Je pense que beaucoup de juifs ont cette mémoire profonde, historique, de cette fragilité finalement. Et je savais qu'il y aurait des meurtres, probablement, sans imaginer l'horreur qui allait suivre. Et je savais aussi que l'antisémitisme, tout le temps, était annonciateur d'autres effondrements et d'autres catastrophes. Et ces catastrophes ont eu lieu. On a eu donc les attentats que je viens de citer, ensuite évidemment ceux de novembre, et puis la situation actuelle, hein, c'est-à-dire l'extrême droite qui monte partout, la montée de la haine, comme si l'autorisation de la haine anti-juive avait finalement permis aux autres haines de s'exprimer tranquillement. L'égarement, le naufrage, à mon avis, de la gauche radicale. Depuis le 7 octobre, c'est pas le sujet de mon exposé, mais bon, en plus de l'effroi que nous avons tous et toutes ressenti, on a vu une accélération de ces phénomènes. Pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'à nouveau particulièrement violent, puisque partout il y a eu des manifestations dès le lendemain, hein, bien avant la riposte israélienne, en France et ailleurs. Donc mon livre est issu d'une thèse que j'avais soutenue en septembre 2021. Je ne vais pas vous refaire le topo de ce que je vous ai déjà raconté il y a 3 ans, bien qu'il y aura des choses évidemment que je vais peut-être redire. C'est pas une description hein, de l'antisémitisme, c'est pas une cartographie, c'est une réflexion. Vraiment, c'est une manière c'est une volonté de comprendre, comme on prendrait le taureau par les cornes, dans une volonté d'affrontement, dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? Voilà. Pourquoi il continue?
même après la Shoah? Quel est son discours? Pourquoi il bénéficie d'une telle indulgence, d'un déni, voire d'un consentement? Pourquoi cette énigme, hein? Les Juifs représentent 14 millions d'âmes sur Terre, c'est-à-dire 0,2% de la population mondiale. Et il reste l'obsession de centaines de millions d'autres. Donc je vais essayer de partager mes réflexions et mon hypothèse. On va commencer par le commencement. Alors l'antisémitisme, c'est bien sûr un délire, hein, puisque penser qu'il existe le juif comme il existerait l'arabe, la femme, le noir, tout ça c'est du délire. Tout ça remet en question, bien sûr, notre humanité commune, la connaissance que l'on a, que bon, bah, évidemment, il y a de tout partout, chez tous les peuples, tout ça n'existe pas. Les gens ne sont pas des échantillons d'une catégorie, jamais. Voilà, ça fait partie de banalités, je sais, mais par les temps qui courent, peut-être que c'est bon de les rappeler, ici et ailleurs. Il n'y a pas de nouvel antisémitisme, c'est ma conviction, et c'est aussi là-dessus que je parle, parce que d'où qu'ils viennent, le discours antisémite est absolument le même. Les Juifs ont fait main basse sur l'avenir du monde et de chacun. Ils sont les possédants, les dépossédants, les spoliateurs, les privilégiés. Ils occupent une place illégitime, un peu comme une élection usurpée, d'où il est urgent de les déloger. Malgré la longévité de ce fantasme, malgré la constance de la propagande antisémite, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, représentée par la littérature antisémite, par exemple, très nombreuse, qui racontent tous la même chose. Les Juifs rois de l'époque en 1845, le péril juif de Léon de Poncin, l'impérialisme d'Israël, s'il vous plaît, en 1924, et oui, ça ne s'invente pas, Roger Lamblin, et puis la France juive, qui est un vrai best-seller de Drummond. Et puis enfin le livre qui va tous les résumer, finalement, les plagier, parce qu'ils racontent toujours la même chose. Les antisémites n'ont aucune imagination, ça fait partie aussi de leur... c'est les protocoles des sages de Sion. Les protocoles des sages de Sion, qui étaient donc, comme on le sait, le livre de chevet de Hitler, qui avait plus que tout autre entrepris de s'en prendre à la fameuse conspiration juive mondiale, et puis qui est devenu, comme vous le savez, un best-seller mondial, traduit dans toutes les langues. C'est un livre qui est allé plus tard inspirer aussi Staline, mais aussi Louis Farrakhan, la charte du Hamas, Ben Laden, jusqu'à Hugo Chavez, qui ont recommandé chaudement la lecture. Bref, la haine envers les Juifs, la haine d'Israël, confondue, est commune aux néo-nazis, aux islamistes, aux nostalgiques de la Grande Russie, aux suprémacistes blancs, suprémacistes noirs, aux ayatollahs, bref. Cette centralité, autant que cette transversalité, n'a pas d'équivalent. Et on sait bien que, pour beaucoup d'entre eux, je parlais des... Bon, c'est pas la cause palestinienne, ni le malheur palestinien qui suscite cette adhésion. Il n'y a rien de plus faux que de dire qu'on reproche tout et de son contraire aux Juifs. Des choses souvent comme ça, qui circulent. Ah oui, il serait ceci, il serait cela. Non. Selon où on est, on a différentes déclinaisons d'un même discours. Les Juifs sont une menace. Donc il y a eu le complot judéo-bolchevique pour la droite. Aujourd'hui, c'est l'histoire du grand remplacement. Et il y a eu les Rothschild. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est toujours les Rothschild. Ou la finance mondiale. Mais il y a toujours un grand danger, une conspiration mondiale. Voilà, il n'y a pas tellement dans l'histoire d'exemples aussi délirants d'une haine aussi longue, avec un discours finalement aussi précis, construit. Le juif coupable qui domine le monde, c'est-à-dire la conspiration juive mondiale, fut au cœur du nazisme. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on ne dit pas assez. On a insisté après la guerre sur la dimension
du racisme, la dimension raciale, à juste titre, c'est vrai que c'était aussi des racistes, et qu'on était en plein racisme colonial. Donc évidemment, la conspiration mondiale et le racisme colonial s'est confondu, mais le grand danger des Juifs, c'était cette conspiration juive mondiale. Toutes les affiches disaient la même chose. Il y a un Juif qui domine le monde, un Juif vampire qui enserre le monde. Il y a des affiches où on voit un Allemand, un travailleur allemand honnête, écartelé entre la plutocratie américaine et puis le danger judéo-bolchevique. Et au-dessus, le marionnettiste, c'est toujours les Juifs. Je rappelle quand même, en 1943, au Veldiv, un an après la Grande Rafle, Joseph Darman, le chef de la milice, donc, fait un grand meeting anti-bolchevique. Et là, il déclare « Nous préférons quant à nous mourir que de subir le triomphe d'Israël. » Bon, je vais vous faire un dessin. Vous savez ce qui s'est passé au Veldiv un an plus tôt. La plupart des gens ont déjà été assassinés. La machine de guerre, donc la machine d'extermination, tourne à plein et on continue de même que des centaines de milliers de visiteurs à Paris se pressaient devant la grande exposition Le Juif et la France qui montrait. Voilà, ce discours-là, c'est le même. Le 27 octobre 2018, souvenez-vous, à Pittsburgh, la synagogue de Pittsburgh, il y a un meurtrier néo-nazi qui tue 11 juifs et qui écrit sur les réseaux sociaux son refus de laisser les juifs commettre un génocide sur son peuple. Un an plus tard, c'est à San Diego, et là, toujours un Indango qui écrit « Je mourrai 1000 fois pour éviter le destin maudit que les juifs ont planifié pour ma race ». C'est les mêmes mots, c'est le même imaginaire. Et non pas que les jeunes néo-nazis américains aient lu Joseph Darman, non, c'est le même imaginaire. C'est cette idée d'une légitime défense face aux juifs coupables. C'est ce fantasme de domination juive qui s'est redéployé après la guerre, comme s'il n'avait pas été l'argument central du nazisme, et comme si, finalement, l'extermination n'en avait pas été le plus cruel démenti. Parce que si les Juifs dominaient le monde, ça se saurait entre 40 et 45. Regardez en face l'antisémitisme, écouter son discours, c'est d'abord affronter la pérennité de ce discours. C'est d'abord affronter ce vertige. Et c'est vrai qu'il y a un vertige à voir que le peuple juif, après et malgré la Shoah, est remonté en tête du hit-parade de la haine mondiale. C'est sûrement ce vertige que les tenants du nouvel antisémitisme espèrent s'épargner. Alors, d'où vient l'antisémitisme? Il faut, avant que j'arrive à mon hypothèse, raconter un petit peu tout ça, planter un petit peu le décor. Qui a fait de nous, les Juifs, cette exception parmi les peuples? Écrit Anne Frank dans son grenier. Qui a désigné un non coupable à l'origine des malheurs du monde? Eh bien, ça fait presque 2000 ans qu'un seul peuple au monde a été décrété coupable par sa seule existence d'empêcher la communion universelle. Oui, il y a un non coupable à l'origine de notre civilisation. Il s'appelle Judas, comme les Juifs. Et dans les évangiles, on lit déjà une première idée de la conspiration juive. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes. L'accusation de déicide, la pire qui soit, est au cœur de persécutions anti-juives justifiant les massacres lors des croisades, les pogroms et les milliers de bûchers de l'Inquisition. On se souvient des phrases de Jules Isaac. Cet enseignement du mépris fut diffusé pendant des centaines et des centaines d'années par des milliers et des milliers de voix. L'antisémitisme,
c'est le moment moderne de l'antijudaïsme chrétien. C'est bien plus que des préjugés, parce que les préjugés, les stéréotypes, ce ne serait pas si grave. C'est une vision du monde. C'est une vision du monde qui est à l'origine d'une civilisation et d'une religion. David Nirenberg, donc, dans son très bel ouvrage Anti-Judaism, The Western Tradition, raconte comment c'est une vision du monde qui a permis d'engager la critique du monde. C'est-à-dire que, puisqu'il fallait abolir le judaïsme, le dépasser pour proclamer la nouvelle civilisation, eh bien tout ce qui était du côté des calamités, des épidémies, des hérésies chrétiennes, etc., était vécu du côté du judaïsme. C'était à cause des Juifs. Les Juifs sont coupables de tout. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui disent non, mais cette fois-ci, ils sont vraiment coupables. Les autres fois, peut-être, mais cette fois-ci, vraiment. Le problème, c'est que l'antisémitisme, parce que c'est une vision du monde, se sent tout le temps nouveau. C'est-à-dire qu'il a toujours de nouveaux prétextes. Il y a un bel échange entre Éric Lucas, que vous devez connaître, et Ruben Honigman dans l'Académie, où il parle de prétexte. Il dit, ben oui, pour moi, Israël, c'est un nouveau prétexte. Bon. Donc, les Juifs sont coupables, tout vient du Juif, tout revient aux Juifs, écrivait Drummond. Et là, je vais me glisser vers le conspirationnisme parce que je crois qu'il lui est profondément lié. Je rappelle, le conspirationnisme, ça n'est pas la théorie des complots, comme certains le disent de manière, à mon avis, pas tout à fait juste, parce que les complots, ça existe. Vous le savez, dans partout des complots, hein, dans la vie quotidienne, pendant la guerre froide, dans les entreprises. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le conspirationnisme qui considère qu'il y a un grand complot originel qui, comme un grand marionnettiste, finalement, est à l'origine de tous les complots. L'antisémitisme, c'est d'abord un conspirationnisme. C'est ce qui fait la spécificité, on va dire, avec le racisme. C'est d'abord un conspirationnisme. Et le conspirationnisme a toutes les chances d'être antisémite. Pourquoi? Parce qu'il partage le même univers mental. Parce que dans une civilisation où il y a déjà un juif coupable à l'origine, si je vous dis, vous savez, derrière tout ça, moi je le connais, le nom du coupable, eh bien tout le monde le connaît, évidemment. Rappelez-vous les manifs anti-vax, où certains d'ailleurs mettaient juste le mot qui. On connaît le nom du coupable. Aussi les slogans, un certain univers de pensée conspirationniste, par exemple, qui va brandir le peuple réel contre les élites mondialisées. On le voit aujourd'hui dans une certaine gauche déboussolée, qui va parler de finances cosmopolites, de puissance occulte des médias, des lobbies. Ce discours-là, qu'on appelle en anglais les dog whistles, c'est-à-dire les sifflets à chien, c'est directement signe vers un imaginaire anti-juif en réalité. Et ceux qui l'emploient, finalement, ne sont pas tous des conspirationnistes, ils ne se pensent pas comme ça. Il y a beaucoup d'indignés, d'altermondialistes, etc., qui ne croient pas viser les juifs réels en parlant comme ça, mais en convoquant cet imaginaire de la domination maléfique, ils prennent chaque fois le risque d'une collusion avec l'imaginaire antisémite. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des antisémites, c'est leur vision du monde qui est antisémite. Depuis des siècles, donc, par leur seule existence, je le dis, les Juifs ont été décrétés coupables d'empêcher la communion universelle. Ils sont le grand autre de l'Occident chrétien. L'origine honnie, la dette récusée, et ils ont l'insigne honneur, si je puis dire, d'incarner donc une menace fondamentale
aussi intime que politique. Voilà, donc si je devais résumer, donc juif coupable, menace de domination, peuple élu, pourquoi il est élu, à la place de nous, on va l'enlever, c'est pas juste, etc. Tout ça vient donc évidemment de l'anti-judéisme chrétien et c'est pas difficile de l'entendre aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu raconter sur le nouvel antisémitisme. Alors je ferai une parenthèse parce que quand je parle de l'anti-judéisme chrétien, je ne parle pas de tout le christianisme. D'ailleurs, je pense que tu pourras me rectifier là-dessus. Notamment, je sais que l'Église a fait un vrai travail ces dernières années, depuis Vatican II, depuis tous les papes qui ont fait des actes importants de pardon, y compris, hein, de repentance, de filiation. N'oublions pas que Jésus était juif, etc. D'ailleurs, je crois que Mélenchon a dû zapper Vatican II dans son histoire de déicide. Bref, le judaïsme occupe une place originelle, à la fois convoitée et maudite. Et je le répète, ils sont le grand autre de notre civilisation. Ils sont le grand autre, ils sont comme un espèce de paradigme de l'étranger. Et on sait, vous savez certainement ici, dans le récit biblique et dans la pensée juive, et comme l'énonce aussi la psychanalyse, à quel point la question de l'altérité et de la responsabilité sont liées. On répond de l'autre en soi, en réalité. Parce que s'il y a à l'origine un juif, on sait que c'est une histoire intime, qui nous touche de la même manière. Pourquoi on se focalise tellement sur le conflit israélo-palestinien? On sait que pour une partie du monde, parce que bon, les bouddhistes, je pense qu'ils s'en foutent de cette affaire-là, les hindouistes et tout ça n'ont pas d'origine, ils n'ont pas de dette, ils ne sont pas liés à cette affaire-là, et donc l'anti-judaïsme n'a jamais pris les proportions et le truc. Bon. Même si maintenant il y en a qui lisent les protocoles et ils se disent ah bah ouais, peut-être que. Bref, Israël-Palestine, bien sûr, ça n'est pas seulement une zone géographique, c'est aussi un territoire mental pour la moitié de l'humanité, mine de rien. Donc, si ce juif incarne l'altérité première, il nous permet aussi de comprendre ce que c'est fondamentalement que la haine de l'autre. Alors, mon livre s'appelle « L'antisémitisme, un meurtre intime ». Pourquoi intime? Parce que l'altérité, répondre de l'altérité en soi, c'est la condition de la responsabilité. Et je cite Frantz Fanon, que j'aime beaucoup, et que je viens d'écrire donc une petite fiction radiophonique qui paraîtra bientôt. Frantz Fanon, donc, qui disait « Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». C'est dans Peau noire, masque blanc. Il se bat pour un horizon d'émancipation, pour une fraternité humaine, pour la fin de l'oppression coloniale, où finalement le futur prend aussi le visage de l'autre. Il écrit aussi « L'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable ». Alors, cette phrase de Fanon, quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, c'est déjà un rappel à la fraternité, assez rare de nos temps, qui mérite d'être... Mais quel est en réalité ce message? Est-ce qu'il y aurait un Juif en nous? Il y a un autre, effectivement, et il faut toujours écouter attentivement quand on dit du mal de l'autre, quel que soit cet autre. Il n'est pas possible de consentir au mal qui vise les étrangers, les femmes, tous ceux qui sont décrétés et différents, sans ressentir en même temps cette défaite de l'âme qui, visant les uns, défait tous les autres. Des fois, je me cite. Voilà, faire la sourde oreille au racisme aujourd'hui, à l'antisémitisme.
bien sûr à l'abandon des réfugiés, aux morts en Méditerranée. Est-ce que ce n'est pas toujours oublier qu'on a été étranger en terre d'Égypte, comme c'est dit 36 fois dans la Torah. Et cet étranger en terre d'Égypte, il est à l'intérieur de nous. Il convoque cette responsabilité. Tout refus de l'autre est une démission du sujet. Et l'antisémitisme est peut-être une des illustrations les plus convaincantes. Mais encore une fois, l'autre juif est un espèce de super-autre, l'autre de l'origine. Ce lien donc entre le sujet et autre montre aussi le lien entre la dérobade, ce refus du courage qui est la condition de l'émancipation. Dans mon livre, j'ai un chapitre que je ne peux pas résumer, mais sur la pensée juive et le récit biblique, puisque vous savez à quel point la responsabilité est importante dans le récit biblique et dans la pensée juive. Elle est la condition de l'alliance. Dans la Torah, le choix du mal existe. Et il fait partie du libre arbitre. Vous vous souvenez de la phrase du Deutéronome, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie et tu vivras alors toi et ta postérité. Dans la pensée juive comme dans la psychanalyse, on pense le mal. On pense le mal y compris en soi. On est dans un monde, dans une civilisation où on a du mal à penser le mal. Regardez par exemple les faits divers. À chaque fois je suis un peu sidérée, je regarde les infos, la disparition du petit Émile, je ne sais pas quoi, enfin, tout ce qu'on entend, c'est d'horreur. À chaque fois, c'est le même scénario. Mais c'est à chaque fois le même scénario. On a vu un rôdeur, il partait je ne sais pas où, peut-être un robe, peut-être je ne sais pas quoi. Et moi, derrière ma télé, je me dis, vous ne voulez pas interroger le grand-père ou le père ou la femme. Les 3/4 des crimes, des viols sont dans les familles. On le sait. Ce mal, là, il est à l'intérieur. Et on a du mal à le penser. Vous voyez, il y a une espèce de facilité à le mettre à l'extérieur. Mettre à l'extérieur le mal, c'est faire porter aux autres ce mal. C'est ça le racisme, c'est ça l'antisémitisme. Bon, j'avais fait beaucoup d'études juives aussi, de cercle d'études publiques notamment. J'avais fait un DU à un moment donné qui s'appelait l'éthique de la responsabilité dans la pensée juive, qui était un partenariat entre la psychanalyse, c'est pour ça que je suis allée, je ne suis pas psychanalyste, mais bon, il m'a semblé que c'était comment dirais-je, une manière d'aborder une transversalité de points de vue et de domaines, de dimensions, alors que dans l'université, comme vous le savez, c'est très cloisonné. Or, on ne peut pas comprendre les choses avec un seul point de vue. On ne peut pas comprendre la Shoah avec seulement une explication économique ou historique. Bon, il faut que les choses soient liées. Dans ce début, donc, je voulais comprendre. Déjà, je voulais comprendre l'antisémitisme, donc je me disais, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le judaïsme qui fait qu'ils sont énervés comme ça? Et en réalité, j'ai vu l'antisémite à l'envers de tous les enseignements que je suivais. C'est-à-dire que je me disais, mais en fait, oui, l'antisémite connaît cette histoire, il est lié à cette histoire. Comme je l'ai dit, il n'est pas bouddhiste ou hindouiste. Bon. Mais il ne veut pas de cette alliance. Il ne veut pas quitter le paradis perdu. Il ne veut pas traverser l'Égypte. Il ne veut pas répondre de son frère. Il est dans une négativité qui dit non, moi, désolé, ce sera sans moi. Et je pense qu'il incarne à la fois la dérobade face à la responsabilité, en même temps qu'une furieuse aspiration à une coïncidence de soi à soi. Quelque chose un être qui n'est pas entamé par l'autre, qui ne ressent ni le désir de l'autre, ni la reconnaissance de l'autre, ni la dette de l'autre.
Alors, j'ai envisagé dans mon livre plusieurs modalités de cet accueil de l'autre. J'ai mis 3 dimensions que sont le nom, la reconnaissance du nom. L'autre a un nom. Tous les autres ont un nom. Chaque individu a un nom. Il faut le reconnaître. Il y a une obsession avec donc, le nom juif, un nom de trop, comme dirait Badiou. Mais la haine du nom, elle est présente aussi un peu partout. Les femmes, on les appelle par leur prénom. Les peuples esclavagisés, colonisés, ont été aussi débaptisés. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu comme ça. Je vais aller un peu plus vite parce que la thèse centrale, c'est la question de la dette pour moi. Je vais vous lire d'ailleurs quelques petites lignes. Le refus de la dette est sans doute au fondement de bien des oppressions. Est-ce parce qu'elles sont à l'origine de la vie que les femmes, depuis des siècles, subissent les foudres du patriarcat? La haine particulière vouée à leur sexe, celui par lequel tout humain est venu au monde, ne témoigne-t-elle pas de cette violence qui vise l'origine? Qu'est-ce qu'un viol, sinon l'une des plus féroces dénonciations de la dette? Est-ce l'angoisse de la mort ou le refus de toute transmission qui engendre la haine envers la jeunesse et l'abandon des aînés si fréquents sous nos latitudes? Est-ce la volonté d'abroger la dette coloniale, habilement travestie en refus de la repentance, qui continue de nourrir le racisme? Il y a dans l'affranchissement de la dette vis-à-vis des autres une jouissance particulière, comme un retour jubilatoire à l'envoyeur. Ainsi, ce ne sont pas les hommes qui violent et tuent les femmes, mais les femmes qui sont suspectes de les haïr. De même, les colonisés auraient finalement bien profité de la métropole, les Africains auraient été responsables de l'esclavage, et les Juifs ou les sionistes auraient eu partie liée avec la Shoah. La parole anti-juive est toujours un affranchissement. L'abolition de la dette est au cœur de l'antisémitisme, de son discours et de son histoire. Elle est l'un des attraits majeurs de l'antisionisme et l'une des plus puissantes séductions du négationnisme. La parole anti-juive propose le désendettement. La jubilation de l'affranchissement est une des signatures de l'antisémitisme. On a souvent parlé des juifs comme des grands créanciers. Vous vous souvenez de l'histoire des prêteurs sur gage, usuriers, etc. Beaucoup d'ailleurs ont repris ces fake news, hein, parce que c'est très largement des fake news. Cette légende, comme l'a écrit Francesca Trivellato dans son livre Juifs et capitalisme aux origines d'une légende. Mais il faut toujours écouter ce qui est dit. Si les Juifs sont des grands créanciers, quelle peut être cette dette? Si ce n'est pas l'usure, si ce n'est pas le prêt sur gage, qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, on a parlé, je l'ai déjà évoqué. La Bible, l'origine, le divin, la loi. Mais il y a une autre dette que les Juifs incarnent, c'est celle de la Shoah. Les Juifs ont apporté la Bible et puis Auschwitz, d'une certaine manière. Tout à l'heure, j'ai parlé du complot juif que Hitler combattait. Et je dis que la lutte contre la conspiration juive, eh bien, ce fut la Shoah. Vous vous souvenez des phrases de Bernanos à la fin de la guerre, cet écrivain qui disait ce mot antisémitisme me fait de plus en plus horreur, Hitler l'a déshonoré à jamais. Et effectivement, l'opprobre quand même jeté par les nazis sur ce nom conduira après la guerre à éviter ce nom le plus souvent, à un contournement sémantique. Ce sera la force de l'antisémitisme stalinien, par exemple, qui se réfère toujours au même imaginaire. Les Juifs vendus aux puissants, les traîtres comme Salomon Miroès, Slansky, traité de Judas, c'est toujours le même imaginaire. Les blouses blanches, qui rappellent quand même furieusement l'empoisonnement des puits du Moyen-Âge, bref. Et c'est Staline d'ailleurs qui a transformé le complot juif mondial en complot
sioniste. Et c'est toujours la même histoire. On connaît d'ailleurs le succès posthume de cette mystification qui a permis à l'antisémitisme de retrouver son innocence perdue. Et puis de s'exporter aussi généreusement vers les pays frères. Nous sommes toujours aujourd'hui dans une large part dans cette version moderne de l'antisémitisme, c'est-à-dire un antisémitisme innocent à l'abri de son nom. Mais je vais faire mon petit... Est-ce que ce n'est pas finalement la version contemporaine de ce qui fait l'essence de l'antisémitisme? Puisque l'innocence des antisémites s'oppose toujours évidemment à la faute des Juifs. La légitime défense face à la conspiration juive. La faute à l'autre. La dérobade face à la responsabilité. L'innocence des antisémites qui régulièrement brandit apparaît en fait comme le pendant de la culpabilité des Juifs. L'écrivain afro-américain James Baldwin a écrit « Quiconque persiste à rester dans l'innocence, longtemps après que l'innocence soit morte, se transforme en monstre. » Et je crois que l'innocence antisémite est morte à Auschwitz. La question qui se pose alors aux antisémites, c'est comment rester innocent après la Shoah? Comment poursuivre le procès des Juifs coupables en dépit de ce que ce procès leur a déjà coûté? Eh bien, pour rester innocent, il faut dénoncer la dette. Aujourd'hui, le discours qui a permis la Shoah se poursuit après elle, malgré elle, mais pas sans elle. Il n'y a plus aucun discours antisémite contemporain qui semble pouvoir s'épargner la référence à la Shoah. Je me cite encore. La Shoah a endeuillé l'humanité, mais elle a aussi sali son nom. Par son ampleur, sa cruauté gratuite, sa durée, tout autant que l'extrême consentement de l'Europe qui l'a rendu possible, la Shoah fut cette preuve à charge contre l'humanité, révélant l'étendue du mal que l'humain peut infliger à son prochain. Et les Juifs ont encore une fois apporté au monde cette mauvaise nouvelle, celle de l'illusoire rédemption chrétienne. Comment ne pas en vouloir à ces messagers de l'effroi? Vous savez qu'il n'y a rien de plus haïssable que ce qu'on ne peut pas se pardonner. Et souvenez-vous de la phrase de ce juif allemand dans la belle trilogie d'Axel Corti, Welcome in Vienna, où un juif allemand donc, qui quitte l'Allemagne nazie pour trouver refuge aux États-Unis, qui fermeront d'ailleurs leurs frontières, et il dit « Ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait ». Et les Juifs, qui incarnaient déjà la dette de l'origine de la Bible, on l'a dit, du divin, de la loi, ont encore amplifié cette dette avec la Shoah, devenant encore plus d'insupportables créanciers. L'écrivain Imre Kertész disait déjà « Les Juifs sont des gens que l'on déteste encore plus depuis Auschwitz, à cause d'Auschwitz ». C'est bien l'objet de cette créance, cette dette impardonnable qui est désormais au centre du discours anti-juif contemporain. Et c'est bien cette histoire qui ne passe pas, qui est devenue une arme rhétorique dirigée contre les Juifs, à qui on reproche d'avoir imposé leur récit au monde pour mieux le dominer, pour mieux le soumettre. Comme je disais tout à l'heure, il ne se renouvelle jamais. Cette mémoire de la Shoah donc, serait devenue hégémonique, car arrimée à la domination occidentale, elle aurait pour fonction d'occulter les autres malheurs, le colonialisme, l'esclavagisme, et bien sûr de servir le dessein secret coupable d'un État criminel par essence, l'État d'Israël. La dénonciation d'un Israël colonial, nazi ou génocidaire a pour fonction principale d'effacer l'ardoise de la culpabilité et de la dette. La dette de la Shoah et aussi la dette coloniale.
l'antisionisme offre d'abord ce soulagement. Toujours la même histoire, la dérobade face à la responsabilité, l'ivresse de l'affranchissement qui sont les signatures de l'antisémitisme. Ils sont aussi au cœur de tous les discours de haine dont nous sommes abreuvés, qui nous étouffent de toutes parts. Il s'agit à chaque fois de se débarrasser des autres. Une bonne fois pour toutes. C'est des discours d'en finir avec eux. C'est des discours essentialistes, suprémacistes, qui parfois sont des programmes politiques, qui parfois arrivent au pouvoir. Je ne vais pas citer la liste de tous ceux qui aujourd'hui poursuivent cette folie-là. Donc je répète, parce que le juif est cette autre fondamentale de la civilisation chrétienne, sa place dans le monde, ce qu'on a appelé longtemps la question juive, nous renseigne sur ce qu'est l'émancipation ou son abandon. Parce que concrètement, quand des gens qui se pensent de gauche parlent la langue antisémite, ils ne sont plus de gauche. Et c'est la gauche qui tue en même temps qu'ils visent les juifs. Vous savez, quand je parlais du meurtre intime tout à l'heure, il y a ce dernier chapitre, je crois, de Poliakov qui s'appelle l'Europe suicidaire. Donc la période nazie qui a été donc motivée par la folie sanguinaire de Hitler avec cette obsession anti-juive, mais qui a quand même aussi détruit l'Europe avec des dizaines de millions de morts. Toutes les politiques identitaires sont des poisons pour les juifs. Toutes les défaites de l'émancipation trouvent un coupable au bout du chemin, un juif souvent, qui est responsable de l'échec et de la dérobade face à lui. L'antisémitisme, comme le racisme et toutes les oppressions, est un abandon des autres, une démission de soi, j'avais dit. Et c'est bien précisément à cause de leur singularité que l'antisémitisme et la Shoah peuvent nous faire mesurer le caractère universel de ce que peut signifier la haine radicale de l'autre, de tout autre, ainsi que le refus radical de s'y abandonner. Merci. Merci, chère Brigitte Stera, pour cette brillante conférence. Vous êtes coupable d'une très belle conférence et d'un non moins brillant ouvrage que vous allez nous dédicacer grâce à la librairie La Cabane. Y a-t-il des questions pour notre oratrice relative à la plus vieille haine de l'histoire? Monsieur Mouton? Ah, le baladeur, oui, oui. Voilà, ça marche. Avec Monsieur Mouton, nous aurons donc effectivement un deuxième micro qui pourra se promener, se balader, et du reste, direct chez votre collaborateur de Séphari, Charles Amy. Merci beaucoup, Madame Stara, de cette présentation. Brigitte. Je voudrais revenir avec vous sur le mot antisémitisme, qui est de plus en plus remis en cause pour de nombreuses raisons. Je lisais récemment les Judéo-obsessions de Guillaume Lerner, qui traite beaucoup de cette question. Il préfère se centrer sur les anti-juifs, anti-judaïsme. Judaïsme au sens beaucoup plus large que la religion, bien entendu. Le mot antisémite ne peut pas être utilisé par les musulmans dans leur islam radical. Ça ne correspond pas à ce qui relève de leur haine viscérale. Donc il y a cette idée que le nouvel antisémitisme, l'ancien antisémitisme, finalement cet antisémitisme il est relativement récent, il a un siècle et demi à peu près, et on en revient à la haine ancestrale, à la haine millénaire, qui a concerné d'abord et essentiellement les juifs. Au point que, j'ai lu dans son livre, le terme de judéocène, comme il y a l'anthropocène, c'est l'homme qui est responsable de tout le mal de la planète, et bien c'est plus l'homme, c'est le juif, responsable de tout le mal des juifs. Cette distinction, ça vous paraît pertinent? Je réponds
réponds tout de suite. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'en réalité, l'antisémitisme était le moment moderne de l'antijudaïsme chrétien, puisqu'il a le même discours, puisqu'il s'agit de déloger le peuple élu de son privilège, etc. Après, je dis aussi qu'il y a toujours de nouveaux motifs de culpabilité ou des motifs différents selon là où on est. D'accord? Donc, si je suis de gauche, c'est le grand capital, si je suis de droite, c'est les bolcheviks, mais c'est toujours la même menace. Deux mots sur le mot antisémitisme. Moi, je suis pour rendre à César ce qui lui appartient. Puisqu'ils ont décidé de se baptiser comme ça, on va le leur laisser. Le mot antisémitisme vient déjà d'une volonté de dire nous sommes le nouvel antisémitisme. Vous voyez, nous sommes nouveaux. Nous sommes nouveaux. Nous n'avons rien à voir avec le passé. C'est un anticlérical allemand, Wilhelm Marr, qui en 1879 donc, invente ce mot, qui ne veut rien dire, à part qu'il contourne le nom juif et dit n'importe quoi, puisqu'il y avait des langues sémitiques, donc la linguistique, science nouvelle à l'époque, venait de mettre à jour des familles linguistiques. En aucun cas les sémites ont été des peuples, mais des familles linguistiques. Alors la prétention de certains arabes dire nous sommes des sémites ne veut strictement rien dire. Il n'y a pas, en tout cas je mets au défi, parce que moi je n'ai pas trouvé, il n'y a pas dans toute la littérature antisémite, dans tous les pamphlets, dans toutes les cartes, un autre peuple visé que les Juifs. D'accord? Donc l'antisémitisme vise les Juifs, uniquement les Juifs, il ne veut même pas citer son nom, et il ne veut pas apparaître comme archaïque, parlant du néicide, etc. Donc on va moderniser l'affaire, expliquer que là c'est une histoire déjà plus raciale qu'autre chose, donc la haine aurait des motifs plus scientifiques, vous voyez? Mais d'où peut-être l'intérêt de le délégitimer. Non, parce que je suis désolée, mais sur le monde arabe, enfin, il faudrait qu'on en parle, parce que bien sûr qu'il y a une forme d'antijudaïsme dans le monde arabe, y compris dans le Coran, mais ce qui flambe aujourd'hui, c'est pas ça. Les islamistes aujourd'hui se réclament plus des versets, des protocoles des sages de Sion que des versets du Coran. Allez, je vais vous faire plaisir, je vais vous lire un tout petit passage, enfin je ne sais pas si ça vous fait plaisir d'ailleurs. J'écris, l'antisémitisme parle de conspiration juive, de menaces existentielles, de coupables originels. C'est bien ce grand récit de la dépossession qui a été adopté par le monde arabo-musulman depuis plusieurs décennies. Le nom d'Israël, devenu pour la première fois de son histoire un État, mais aussi une armée victorieuse, est venu symboliser, mais aussi personnifier, le nom de toutes ces défaites, celle du nationalisme arabe, du socialisme et des idéaux qui avaient présidé au combat de la décolonisation. Le désir d'émancipation qui avait mené aux indépendances s'est cogné au mur du ressentiment, faisant de l'Occident et de la modernité l'enjeu d'un conflit intime entre désir et haine que le nom d'Israël est venu incarner. Ce nom historiquement coupable d'Israël a constitué pour le monde arabe la clé d'explication de son propre échec. Vécu tout entier comme une spoliation étrangère. Et vieille tradition d'hostilité au judaïsme lui a bien évidemment fait à cœur. La domination juive mondiale se dit désormais en arabe ou en persan, mais qu'il fut d'origine tsariste, comme les protocoles, fasciste et nazi, comme l'idéologie qui inspira les frères musulmans en Égypte, mais aussi, on le sait moins, des franges significatives du nationalisme arabe, qu'il fut importé par la propagande stalinienne lors de la guerre froide et abondamment relayé depuis les années 70 par des négationnistes venus d'Europe. L'antisémitisme violent qui prospère désormais dans le monde arabe a été essentiellement emprunté à l'Occident. Cela n'enlève en rien
la responsabilité pleine et entière de l'emprunteur. Absolument, merci Brigitte, merci Monsieur Eddy. Rappelons qu'au Moyen-Âge, les croisés, voulant libérer le tombeau du Christ, ont apporté toute la cohorte de clichés médiévaux. Et donc il y a dans le monde arabo-musulman un décalage de ce que Carole, mon père, appelle le mythe fondateur de l'antisémitisme, la plus vieille haine de l'histoire. Dans l'Antiquité, on reproche aux Juifs l'apparition d'un Dieu transcendant et immanent, partout présent et nulle part matérialisé. Et au Moyen-Âge, c'est l'anti-judaïsme chrétien médiéval qui s'exprime. Et jusque dans le monde arabo-musulman, et ça, on ne le sait pas, on le sait peu, on le sait moins, l'empoisonnement puits. On parlait tout à l'heure, effectivement, d'empoisonnement puits. On a retrouvé dans la presse palestinienne des accusations d'Israéliens qui empoisonneraient les Palestiniens. C'est un décalage de cette accusation médiévale. Et dans le monde arabo-musulman, pas dans l'ensemble, bien heureusement, il y a la rencontre de ces clichés médiévaux, de cette littérature antisémite contemporaine, et cela, effectivement, aujourd'hui aboutit à une délégitimation, par exemple, d'Israël. On voit dans les écoles palestiniennes les pires reproches médiévaux qui sont décalqués à la sauce contemporaine. Enfin, pour l'aspect historique, tu rappelais tout à l'heure, effectivement, Jules Isaac, on a l'impression que le travail avec le monde chrétien et catholique est terminé. On est passé de l'enseignement du mépris à celui de l'estime, et plus encore de l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance, mais qu'avec le monde arabo-musulman, il y a un autre travail à faire, parce que, sans parler effectivement du Coran, les mentalités sont ce qu'elles sont, et le juif est encore soumis là aussi à divers clichés. Au Moyen-Âge, quand on voulait accuser dans le monde chrétien les juifs, on prenait ce qu'il y avait de plus sacré, le Talmud, puisque c'était le point de rencontre et de rupture judéo-chrétien. Aujourd'hui, c'est la Shoah, effectivement, qui cristallise. Il y a cette notion d'élection qui dérange. Même dans l'horreur, les Juifs sont encore le peuple élu avec la Shoah, avec cette Shoah. Ils ont le génocide numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Brigitte Slora? Il y a un doigt s'est levé au fond. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que pensez-vous de la logique, le drame de la logique binaire qui est malheureusement beaucoup plus répandue que son contraire? Vous voyez, par exemple, je pense qu'il y a je ne parle pas de la pensée sauvage de Lévi-Strauss, mais dans la pensée, la logique humaine banale, il y a une propension, elle n'est pas aussi importante que selon la culture, mais il y a une propension à l'approche binaire. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la question de l'antisémitisme? On va prendre une autre question. Elle a un joker. Non, je réponds. On va prendre Youssef avant de répondre à votre question, cher monsieur. Youssef Ourizadeh. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre magnifique exposé. Deux petites questions. Vous avez dit il n'y a pas de nouvel antisémitisme, mais vous ne pensez pas que depuis l'existence de l'État d'Israël, il y a une sorte de transformation, je ne sais pas, de l'antisémitisme ou l'antijudaïsme qui est apparu. Et puis, vous avez dit effectivement, l'antisémitisme, c'est plutôt contre les juifs, mais il y a le peuple arabe qui se dit sémite aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez de nouvel antisémitisme et des nouvelles formes d'antisémitisme. Nouvelles formes. J'ai répondu
de certains Arabes de dire nous sommes des sémites ne veut rien dire. Il faut juste leur dire, un, les sémites n'existent pas, c'est une invention des antisémites, donc à laquelle finalement vous accordez crédit, et deux, l'antisémitisme n'a jamais touché que les juifs. Point. Base. C'est la première chose. La deuxième chose, nouvel antisémitisme, c'est un peu comme le Nouveau Testament, quoi. On se dit, bon, bah c'est bon, l'ancien est périmé, quoi. Et d'abord, je ne pense pas que l'ancien soit périmé. Je ne pense vraiment pas que l'ancien soit périmé. Et je pense au contraire que l'antisémitisme, l'antijudaïsme, celui qui parle d'une conspiration mondiale, d'une grande menace, d'une spoliation. Vous savez, je peux vous dire des choses très pointues, mais il y a 2 semaines, j'accompagne mes petits-enfants, on fait un tour de bateau, peu importe, à Trouville. Et le type donc, nous montre les différentes demeures. C'est la grande maison de Ruquier, et là c'est celle de Flavie, Flamand, je ne sais pas quoi, et ça va. Magnifique maison, tout le monde se dit, bah ouais, elles ont du bol, les riches, c'est comme ça. Bon. Et puis, on arrive à quai, et il dit, ah là, c'est le complexe que va faire Claude Lelouch. Alors, vous voyez d'ailleurs, pour construire son truc, il a pris, vous voyez, les places de parking. Et bien, toutes ces places de parking, les gens n'auront plus de place. Parce que lui, il les a achetées pour faire son truc. Et voilà, qu'est-ce que vous laissez comme ça quand on a le bras long? Et je me suis dit, voilà, un discours antisémite dans toute sa splendeur. Le type n'a certainement pas lu les protocoles des sages de Sion, c'est pas forcément une grenouille du bénitier, mais pour tous les autres, c'est des riches. Pour le juif, il a pris la place des autres. Mais concrètement, c'est aussi... Alors, je me suis renseignée quand même. Finalement, le pauvre Lelouch, c'est le seul qui fait un truc un peu sympa. Où effectivement, il y aura ces films, mais où il y aura aussi de l'aide à la création, où il y aura des choses... Enfin, mais c'est ça l'antisémitisme, c'est ce discours-là. Ils prennent la place des autres. Alors bon, on ne peut pas parler concrètement, c'est vrai qu'en Israël, il y a des fois où c'est un peu vrai. Hélas. Donc il y a des fois où ça rencontre une forme de... Mais le discours est préexistant. Quand on parle de nouvel antisémitisme, on a l'impression qu'il y a un nouveau discours, il y a de nouveaux locuteurs, je suis bien d'accord. Il y a des zones géographiques qui sont aujourd'hui profondément contaminées qui n'étaient pas autant avant. D'ailleurs, si l'islam était à l'origine de ça, il aurait été Yabel Buret dans les mêmes proportions. Bon. Non. Il y a de nouveaux locuteurs d'une langue très ancienne. Et c'est cette langue-là qu'on doit repérer, qu'on doit apprendre à repérer. Parce que les antisémites nous disent « Ah mais non, c'est pas antisémite, non. Ah mais non, j'ai juste dit que le Lelouch, voilà quoi. Ah ben non, j'ai juste fait la fiche de Hanouna. Enfin, comment va bien. Et pourtant, tous les codes sont là. Vous savez, à Avignon, il y a 2 ans, il y a eu une fresque. Une fresque, hein, pas un graffiti dans un coin. Une fresque, c'est-à-dire le gars, il a pris ses seaux pendant plusieurs, je sais pas, il a fait un truc, absolument affreux par ailleurs, mais bon, où on voyait donc Macron, marionnette, et quelqu'un qui tirait les ficelles. Le quelqu'un, c'était Jacques Attali. Eh bien, la LICRA, je crois, a porté plainte, elle a été déboutée. Et moi, la région Avignon, c'est plus ou moins la droite, l'extrême droite, si je crois, n'a pas vu de problème, pas du tout. Comment? La liberté d'expression. Bon, c'est les premiers d'ailleurs qui nous parleront du wiki. Bon, bref. La liberté d'expression, cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Et la mairie d'Avignon n'a pas brillé non plus par son courage prise entre... Bon. Le type qui a fait ça n'était ni un jeune musulman qui tire les murs, non, pas du tout, hein. C'est un artiste reconnu, je ne sais pas quoi, serbe ou que sais-je. Ce que je dis, c'est que cette affiche-là, on en a vu des milliers. Cette image, il y en a des milliers. Elle tapissait les murs d'Europe pendant la guerre. Il n'y a que ça. Et je vais vous dire mieux ce que j'expliquais tout à l'heure sur les codes. C'est que même si Attali n'a
n'avait pas été Attali, ça aurait été une affiche antisémite. Parce que ça aurait proposé cette vision du monde qui est de toute façon catastrophique et qui vise par l'imaginaire une domination abstraite. Et cette domination abstraite, elle porte déjà un nom. Alors sur Israël, on pourrait en parler longtemps, mais quand la critique, il y a des critiques d'Israël qui sont parfaitement légitimes. D'accord, moi j'en fais régulièrement, je suis membre du bureau de JICO, si vous voulez tout savoir, Shalom Arsham, etc., les guerrières de la paix, donc je pense qu'il y a des critiques qui sont parfaitement légitimes. Quand la critique n'est plus légitime, c'est quand on ne parle plus d'Israël, quand on parle des Juifs, quand on parle de la Shoah, par exemple. Quand on explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, que finalement, Israël, génocide, nazi, etc., ça c'est une manière d'abroger la dette. Quand on reporte sur Israël dans le discours antisioniste exactement les mêmes griefs que ce qu'on avait contre les Juifs, alors on est, je dirais là, on n'est même plus dans l'antisionisme, on est dans l'antisémitisme. Vous voyez, quand on parle du sionisme comme un mouvement de domination mondiale, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que moi, je veux vous dire que je peux comprendre, en fait, que les Palestiniens ne soient pas super contents du sionisme. On va dire qu'ils n'ont pas eu la meilleure part du rêve de libération nationale des Juifs. Mais qu'un Allemand soit antisioniste, qu'un Français soit antisioniste, que le sionisme, qu'Israël soit vécu non seulement comme l'ennemi des Palestiniens, ce qui est quand même pas mal, surtout ces dernières années, mais comme l'ennemi du genre humain, on est dans une autre dimension, on est dans un autre discours. Et c'est ça qu'il faut repérer pour les abrutis qui nous disent « Ah mais non, c'est pas exactement ça, c'est le sionisme, c'est... » y compris la question de l'antisionisme. Tout ce qui relève de la mise en exception d'un seul peuple est problématique, est antisémite. Si on me dit, moi je ne veux pas de frontières, ni de drapeaux, ni de tout ça, bon, franchement je suis d'accord, hein, je le dis tout de suite, je signe, voilà. Mais quand on ne veut pas ces drapeaux, ces frontières pour un seul peuple au monde, quand on ne veut pas le nationalisme pour un seul peuple au monde, on est dans autre chose. Quand on adhère à l'hypernationalisme du peuple qui est en guerre contre celui-là, dans ses pires dérives, là, on est encore une fois dans la mise en exception qui est le fondement de l'antisémitisme. Donc, bien sûr, aujourd'hui, l'antisémitisme passe par la haine d'Israël. Ça, je suis d'accord avec vous complètement, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est le même discours qui le vise dans les trois quarts du temps. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de s'exprimer en France, de ces courroies de transmission que sont la Shoah et Israël. Absolument. Et c'est l'obsession anti-israélienne aussi. Absolument, oui. Israël est le juif des nations. Si on écoute Elie Barnavi, et Dieu sait que c'est un homme progressiste qui œuvre pour le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. C'est cette obsession anti-israélienne qui confère l'antisémitisme. Je voudrais juste rajouter un petit mot. L'obsession anti-israélienne n'est pas la solidarité avec les Palestiniens. À mon avis, c'est l'inverse. Et quand vous entendez bien le discours antisémite, antisioniste, très souvent les Palestiniens ne servent que de prétexte pour passer au plat principal. Vous voyez? Ils sont eux aussi déshumanisés. C'est-à-dire la toute-puissance juive les occulte totalement. Donc on ne voit pas les Palestiniens comme ils sont vraiment. On les voit déchiquetés, on les voit surexcités, on n'imagine pas qu'il y a des infirmières, des rockers, des gens qui militent qui manifestent contre le Hamas, par exemple. Vous voyez, ça participe de la même... ce sont des gens qui projettent en réalité leurs propres fantasmes, leurs propres problèmes sur les autres. Et c'est là que c'est catastrophique. Très souvent, la question, quand on voit que les néo-nazis sont contre Israël et que les ayatollahs, non, c'est pas la cause palestinienne, en général, ils ont fait un tort d'ailleurs,
ces gens-là tout à fait considérable à la cause palestinienne. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres philosophies binaires? Je vais revenir une troisième fois. Oui, non, mais c'est sûr que tout ce qui est... Je dois préciser que je suis tout à fait convaincu de ce que vous avez dit. Et le terme, on peut dire qu'au XIXe siècle apparaît le terme antisémitisme sous l'influence de la philologie et l'influence de la biologie apparaît la nazisme. Ce sont deux grands courants. Attends, on n'entend pas ici. Oui, je dirais que la pensée binaire à laquelle on est confronté de plus en plus, c'est pas une pensée. Non. La pensée, c'est la réflexion, c'est-à-dire quelque chose qui va de soi à soi, d'accord? Comme le reflet dans un miroir, qui sollicite la conscience, qui sollicite justement la remise en question aussi. La pensée binaire, c'est l'inverse de la réflexion. C'est propice justement à mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, le mal à l'extérieur de soi, la culpabilité du côté de l'autre. C'est une façon chaque fois de se dérober. Quand on pense qu'il y a un grand complot, une grande conspiration mondiale, que des gens sont en contrôle du monde, ça permet de se dire que nous, on ne contrôle rien en fait. Et c'est une manière de se dire, ben voilà, c'est pour ça que je ne contrôle rien en fait. C'est parce qu'on m'a volé mon libre arbitre. Bon, là, il n'y a rien volé, en fait. Dans le livre, je parle du mot dérobade. Vous savez, dérober, il y a en fait deux sens. Il y a dérober, voler quelque chose, et puis il y a se dérober. C'est-à-dire que si on met une première personne du singulier devant ce vol, on s'aperçoit que c'est une manière, vous voyez, de ne pas répondre. Vous voyez? Celui qui se dérobe pense qu'on lui a volé quelque chose. Mais c'est lui, en fait, qui s'est lui-même auto-volé, quoi. C'est mieux dit dans le bouquin. Merci, chers Égyptois. C'est une approche passionnante de la question de l'antisémitisme. C'est le plus vieil de l'histoire. Je rappelle que l'Institut a reçu depuis 25 ans les plus grands spécialistes de la question, Pierre-André Taguieff, Georges Bensoussan, Marc Nobel, Caroline Cour, Robert Wistrich, est venu d'Israël présenter son ouvrage L'antisémitisme, une obsession létale de l'antijudaïsme antique au djihad global. Y a-t-il une ou deux dernières questions avec M. Bouteau? Juste moi, je profite que j'ai le micro. Quand la fameuse phrase de Gaulle, quand il parle du peuple survenu et dominateur, on a l'impression que c'est psychanalytique, c'est-à-dire que ça. Parce que dans les actes, de Gaulle n'a jamais été antisémite. Dans ses actes, au contraire, il a rétabli la République, etc. Il était persuadé que Dreyfus était innocent, par exemple. Il a dit à un moment donné, il avait déjà vraiment en ordre, etc. Mais là, il a été capable, quand même, à un moment donné, de sortir cette phrase qui laissait beaucoup de gens perplexes. Est-ce que ça, c'est pas justement une espèce de remontée psychanalytique sur quelqu'un qui avait une formation, un cadeau, voilà. En tout cas, quand il a rencontré Ben Gurion, c'était lui, du haut de ses presque 2 mètres, qui était sûr de lui, fier et dominateur. Il fait 1m50, hein, je crois, avec Ben Gurion. Vous voyez, il y a des grands hommes qui sont tout. C'est moins psychanalytique. Vous savez, ça c'est quand même quelque chose qui me choque beaucoup. Parce que dans les réflexions antiracistes, depuis longtemps, hein, et dans chez les grands auteurs d'ailleurs, anticoloniaux, etc., d'ailleurs, à l'époque, chez Franz Fanon, chez Césaire, chez Du Bois, chez d'autres, la question juive était présente. Aujourd'hui, non seulement elle n'est pas présente, mais elle est considérée comme coupable d'avoir pris le monopole, etc. Aujourd'hui, ça fait longtemps déjà qu'on se dit qu'il y a une force des représentations, des imaginaires qui
exemple, que le racisme, c'est pas seulement un mauvais comportement vis-à-vis des gens, mais que ça a une histoire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce que, pour aller vite, c'est pas parce que les gens étaient noirs qu'on les a mis en esclavage, mais c'est parce qu'on les a mis en esclavage qu'on a décidé qu'ils étaient noirs. Que cette histoire-là était suffisamment importante pour justifier l'oppression sur eux, le racisme, parce qu'il fallait justifier cette saloperie qui était l'esclavage et qui ont été ensuite le colonialisme. Donc il y a aujourd'hui toutes sortes d'études qui ne sont pas toutes échevelées, qui sont parfois parfaitement légitimes, qui racontent ça, la force des représentations, la force... Quand je cite Jules Isaac, pendant des décennies, des siècles, qui ont déposé sur les âmes innocentes cette vision du juif. Il faut imaginer qu'on n'échappe pas comme ça à ce très long imaginaire. Et pour tout. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je parlais tout à l'heure de l'innocence des antisémites, qui est vraiment leur ADN. Quoi. À chaque fois, ils s'en réclament. Mais par exemple, ils s'en servent comme un bouclier. Mais par exemple, à gauche, on ne peut plus se servir de ce bouclier. Vous voyez, c'est un truc, on ne peut plus dire « Ah bah oui, je suis sexiste, je suis raciste, mais qu'est-ce que vous voulez ?» Non, on est aujourd'hui en train de dire « Non mais non, réfléchis à d'où ça vient, réfléchis. » Et il y a des avancées d'ailleurs de ce point de vue-là qui sont quand même considérables. Et sur la question juive, il y a quelque chose de l'ordre du... Alors quoi? Ça ne fait pas quelques siècles qu'on dit que les Juifs sont coupables. Ça ne fait pas quelques millénaires qu'on dit qu'ils ont pris la place des autres. Alors quoi? Le complot juif pour dominer le monde, c'était pas déjà ce qui nous a menés à la Shoah? Vous voyez, quand on parle de nouvel antisémitisme, excusez-moi, quand j'entends les sbires de Mélenchon, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est l'antijudaïsme chrétien, très souvent, qui s'exprime de manière... Et puis c'est pareil, ils ne savent pas. Voilà, c'est là que on ne peut plus se cacher derrière cette innocence, alors même que partout ailleurs, on ne l'accepte plus. Mais c'est pas... Je veux dire, c'est là que la psychanalyse, l'histoire se rencontrent. On est fait, on est construit avec des idées, avec des imaginaires, avec des images, avec... vous voyez bien comment on a fabriqué des petites filles, comment on a fabriqué des petits garçons, comment... Bon, aujourd'hui, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là, c'est bien, et il faut que ça continue. Et pour De Gaulle, je ne sais pas s'il était... Je pense qu'il était certainement profondément, et qu'intellectuellement, il ne le pensait pas, parce qu'il a milité avec des Juifs dans la résistance, et qu'il s'est plutôt bien comporté. Mais bon, enfin, quand même, après, la politique arabe de la France contre Israël, c'est quand même... je dis que c'est quand même quelques petites réminiscences. Hein. Effectivement, on ne peut pas, même si on a dépoussiéré le grenier judéophobe de l'Église, effacer des siècles et des siècles de perception de juive négative, de diabolisation. Le meilleur moyen d'être anti-juif jusque dans les années 50, quand on était effectivement en France, c'était d'aller à l'Église, où l'on s'agenouillait pour tous les peuples opprimés, sauf pour le peuple juif, où effectivement la théorie de la substitution, c'est l'Église. Ecclésia, supérieure, la synagogue, le vrai Israël, qui l'a représenté dans la pierre. Vous allez à Béziers, non pas pour voir Ménard, mais pour voir la cathédrale Saint-Nazaire, vous levez la tête et vous voyez deux femmes au bord à triomphant. C'est Ecclésia, à l'autre côté, les yeux bandés, c'est synagogue. L'église, la synagogue aveugle la vérité chrétienne. Donc tout ça, ça ne peut pas disparaître d'un coup de baguette magique, même si on ne remerciera jamais assez l'historien juif français Jules Isaac et les deux souverains pontifes. Jean XXIII et Paul VI, d'avoir œuvré pour passer forcément du mépris à celui de l'estime. Voilà. D'autres questions pour notre oratrice, notre brillante conférencière? Alors, encore une. Encore une. Les dames ne parlent pas. Ah! Bonsoir. Moi, j'aimerais avoir votre réaction par rapport au discours tenu par Donald Trump, en particulier dans les universités américaines, auxquelles il coupe un certain nombre de financements,
au nom de l'antisémitisme de ces universités américaines. Et j'aimerais en particulier, parce que je trouve ça particulièrement pervers, parce que pour moi c'est de l'antisémitisme en réalité d'agir de cette manière, mais j'aimerais savoir si vous partagez mon point de vue, et en particulier par rapport à cette question de la responsabilité des Juifs. C'est intéressant. Par rapport à la question de la responsabilité, c'est une manière de dire que si on coupe les financements dans ces universités, c'est finalement à cause des Juifs, puisque c'est pour les Juifs encore coupables. Voilà, ça sera l'occasion peut-être de parler après de l'antisémitisme dans les universités. Alors, tout à fait, ça pourrait nous conduire jusqu'à demain matin. Il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme par la droite, l'extrême droite israélienne et mondiale, qui est un crève-cœur, une honte et une catastrophe, à laquelle aujourd'hui, je crois, plus personne ne peut tourner les yeux. Netanyahou a osé faire une conférence sur l'antisémitisme en invitant tous les fachos de la terre. On a vu Bardella, Marion Maréchal-Le Pen, Ayad Vashem. Je ne sais pas, je ne sais même pas quoi dire, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça a été pour la droite. Je pense que la gauche, une certaine gauche a une responsabilité parce qu'il y a eu une espèce de boulevard laissé. Et du coup, et c'est là que je retombe sur mes pattes avec le nouvel antisémitisme, je ressens cette histoire-là, vous savez, comme si la pensée conservatrice, pour aller vite, avait embarqué le non-juif, orphelin, là, sur le bas de la route, pour en faire une arme dans sa croisade identitaire. Et dans cette croisade identitaire de l'Occident chrétien, on a embarqué le non-juif qui serait devenu tout à coup le synonyme de, ou même l'excellence de cet Occident. On le retrouve dans les discours à droite aussi, le juif qui incarnerait la France. Et bon, il y a des choses qui sont quand même qui sont fausses historiquement, évidemment, qui vont à rebours de tout ce qui a été la pensée juive, cette pensée du décalage, liée aussi à la précarité, mais bon, avec aussi toute la richesse. Et c'est faux, et c'est une mise en péril des Juifs qui est absolument abyssale. Et là-dessus, je vous remercie de m'avoir posé cette question, parce que oui, c'est vrai, oui. Quand on voit Trump, qui par ailleurs jette des migrants sans aucun... Bon, et qui dit, voilà, je fais du bien aux Juifs, alors même qu'on l'a vu, et il y a un très bon article de Timothy Snyder dans le bureau ovale, où cette fameuse rencontre avec Zelensky, où il dit, en fait, on a vu un petit juif que deux wasps essayaient d'humilier à tous les niveaux. Voilà, donc ils peuvent faire ça, et ils peuvent aussi dire, voyez, c'est une catastrophe. Si vous permettez. Et que des juifs puissent ne pas voir cette catastrophe, voir la soutenir, c'est la catastrophe dans la catastrophe. Je suis totalement d'accord avec vous sur l'idée que Trump se comportant de cette façon, c'est intolérable, inadmissible et préjudiciable à la cause des Juifs. Mais on ne peut pas quand même occulter le fait que dans les universités américaines, comme dans certaines universités françaises, l'antisémitisme prospère. Et effectivement, a des conséquences graves pour les étudiants juifs. Et là, il faut quand même dire ça aussi. Absolument. Merci, monsieur, de le rappeler. On est d'accord. Bien, je crois qu'on va lever la séance pour permettre à Brigitte Stora, qui vient de Paris, qui nous fait l'amitié d'être des nôtres, de signer son ouvrage grâce à la librairie La Cadavre. On a un mois de mai particulièrement intéressant. La semaine prochaine, nous recevrons l'éminent médiéviste, historien médiéviste, Daniel Leblévec, professeur émérite à l'université Paul Valéry Montpellier 3, qui viendra nous parler du petit Alanus. Et il a beaucoup œuvré sur effectivement cet ouvrage médiéval. On parlera aussi peut-être du grand Alanus, ce cartulaire qui renvoie notamment à la fin
l'apparition de Montpellier, puisque l'on y trouve le mariage de Guillaume et de Marie Montpellier. Ça, c'est pour l'aspect effectivement du Montpellier originel, qui à nouveau va être sous le feu des projecteurs avec différents projets muséaux dans les années à venir. Par ailleurs, nous recevrons le 20 mai Daniel Mesbich dans cette salle à 18h30, comme Daniel Leblévec s'appellera donc le grand homme de théâtre et des cinémas français, nous présentera son dernier livre sur la Bible. On l'attend effectivement avec intérêt. Puis le 26 mai, une semaine plus tard, c'est le décalage de la conférence de Manuel Valls initialement prévue le 20 mars à l'hôtel de ville de Montpellier, qui aura lieu donc finalement le 26 mai à la salle Rabais. Et le mois de juin est au moins aussi dense, au moins aussi riche. Les Juifs riches de savoir, de connaissances. Bonne soirée.